Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de Jasmin Leroux. Et voici ce qu'on a de préparé pour vous pour cette dernière émission de la saison. La chronique équipement, consacrée au bâton de gardien de but, et le segment sur la glace, au cours duquel Patrick Boileau présentera l'exercice bloqué au filet. Toi, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour cette dernière? Bien, pour cette dernière, Denis, on s'entretient avec nul autre que l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, qui va revenir un peu sur son parcours qui l'a mené jusqu'à entraîner dans la Ligue nationale avec les Canadiens en 2018. Mais tout d'abord, ma dernière de 5 rencontres avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, qui va nous parler de la relation parent-entraîneur, une relation qui est parfois bien difficile à gérer, ça on le sait depuis de nombreuses années. Alors, Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, titulaire d'un doctorat en psychologie sportive et également auteur du livre à succès, Le succès et le leadership, une histoire de cul, un titre qui fait à chaque fois bien sourire. Sylvain, je te parle cette semaine de la relation entre le parent, qu'il soit adulte, parent ou entraîneur, avec le jeune. Et ça, c'est à chaque fois un sujet qui, dans le hockey, revient. Délicat. Oui, un sujet très délicat. Je te demande d'abord de nous expliquer les premières étapes de la relation entre le parent ou l'entraîneur avec le jeune, en bas âge, à 5 ou 6 ans. Là. Le parent avec le jeune, en fait, on a chacun un rôle bien différent. Quand on est entraîneur, ce qu'on veut, c'est surtout le bien de l'enfant. Quand on est parent, c'est la même chose aussi. Ça devrait être la première prémisse qu'on a tout le monde, de dire tout ce que je fais en ce moment, je le fais dans le bien de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on retrouve souvent dans le monde du hockey qu'on va avoir des parents qui vont être obligés de coacher, pas nécessairement parce qu'ils le veulent, mais souvent parce que ça demande beaucoup de bénévolat. Puis ceux qui sont là, puis ils suivent leur enfant de toute façon, sont là. Il faut s'assurer qu'on sépare bien lorsque je suis parent avec mon enfant et lorsque je suis entraîneur. Lorsque je suis entraîneur, j'ai un rôle précis, puis quand je suis parent, j'ai un autre rôle précis. Il ne faut pas que ce soit mêlé avec le jeune. Il faut que j'aie le respect de ça, puis ne pas être plus dur ou plus... ou donner des passes droits parce que c'est notre enfant. Il faut essayer d'être le plus juste possible. C'est une ligne qui n'est pas facile à tracer. Là. Ce qui est vraiment pas facile à tracer. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est lorsque c'est des gens qui sont pas parents avec les enfants qui vont coacher parce qu'on a une neutralité, puis habituellement, c'est mieux. Mais on sait que dans notre monde, dans le monde du hockey, c'est pas toujours évident. Donc, on doit demander aux parents de le faire. Et le parent doit vraiment être... faire attention, justement, de ne pas mettre de la pression indue sur notre enfant parce que c'est notre enfant, parce qu'on veut qu'il performe mieux que les autres, tout ça, parce que c'est pas le cas. Le but du sport, c'est que le jeune se développe à devenir des jeunes adultes aimants, responsables. Donc, on veut les encadrer et le plaisir doit rester au centre et la première préoccupation de tout le monde qui sont dans le monde du hockey ou du sport. La fin de ta réponse m'amène à te poser une autre question. Les parents doivent prendre conscience que, volontairement ou involontairement, ils ont énormément d'influence sur le jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que peu importe les agissements du parent, bien souvent, le jeune va prendre pour acquis cela. Là. Souvent, le parent est pas mal intentionné. Moi, je compare qu'un athlète ou un jeune garçon ou une jeune fille qui joue au hockey, c'est comme s'il était dans une petite boîte. Et on est des intervenants autour de cette boîte-là. Si je le pousse constamment et que le jeune n'a pas la motivation par lui-même d'avancer, bien, un jour ou l'autre, ça va faire défaut puis ça ne fonctionnera pas. Si je suis obligé de le tirer constamment, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si je suis obligé de le menacer ou de l'écraser, bien, je l'envoie vers le bas. À jamais, à aucun moment, j'ai élevé cet enfant-là, cet athlète-là. La seule façon de l'élever, c'est de le prendre par-dessous et donc de le supporter. Donc, l'image, elle est très claire. Je supporte mon enfant et ça en l'encourageant. Lorsque je l'encourage, je l'amène à se mettre en action lui-même et là, l'enfant va s'élever. Et ça, c'est l'image que je trouve qui est très puissante, que j'ai développée dans un des livres qui s'appelle « Hockey, c'est dans la tête », où on veut justement donner le maximum, mais créer de la motivation intrinsèque à l'enfant pour qu'il puisse se prendre en main par lui-même et développer les qualités qu'on aura besoin de lui dans un monde futur d'adultes responsables. Bien, en tout cas, vous parliez des besoins de psychologie, peut-être que des entraîneurs. On en a déjà une bonne base avec vous. Merci beaucoup, M. Guimond, de votre présence. Merci beaucoup, Jasmin. Cette semaine, à la question quiz, actuel entraîneur du Canadien de Montréal, Claude Julien a notamment fait ses classes dans la LHJMQ avec les Olympiques de Hull, avant de faire le saut dans la LNH avec le CH en 2002-2003. En quelle année a-t-il remporté la Coupe Memorial avec les Olympiques? Est-ce que c'est A, 1996, B, 1997
ou C, 1998? La réponse après la pause. La réponse est B. C'est en 1997 que Claude Julien a mené les Olympiques de Hull jusqu'à la conquête de la Coupe Memorial, qu'ils ont remporté 5-1 contre les Hurricanes de Lethbridge. L'équipe de Hull comptait entre autres en ses rangs le gardien de but Martin Biron, les défenseurs Mathieu Descoteaux et Colin White, ainsi que les attaquants Pavel Rosa, le regretté Jonathan Delisle et Peter Worrell. Il dirigera ensuite les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine jusqu'en 2003. On l'a d'ailleurs rencontré dans le cadre du segment Parcours vers la LNH. J'ai eu l'occasion de grandir dans la région de l'Outaouais. Alors, tout mon hockey mineur était fait à Ottawa. Au début de ma petite carrière, c'était avec les Faisans d'Orléans. C'était un petit village français. Puis, j'ai grandi dans cette région-là. Ensuite, avec les années, je me suis épanoui avec les équipes de la région d'Ottawa qui étaient plus compétitifs. Moi, j'étais un de ces joueurs-là qui a toujours dû travailler fort pour me rendre où ce que je voulais me rendre. Puis, dans le hockey mineur, j'ai joué les positions de l'aile droit et défenseur. Puis c'est plus tard dans ma carrière de hockey mineur que je suis devenu un défenseur à temps plein. Et puis, c'est où ce que j'étais le plus confortable. Je te dirais, dans le groupe de Bantam, c'était plus là que j'ai décidé de devenir un défenseur, je me sentais plus confortable. Quand je parle à des groupes de hockey mineur, je donne toujours l'information aux entraîneurs en disant que n'oubliez pas que vous êtes là pour une raison, c'est pour le bien de l'enfant. Alors, laissez-vous pas vous faire attraper dans une situation où les parents sont malheureux puis vous forcent à faire des choses. Du côté des parents, je leur dis toujours, si vous ne voulez pas être entraîneur, donnez l'occasion à l'entraîneur de faire son travail et puis faites-lui la vie facile. Pour les entraîneurs, c'est de bien qualifier ce qu'il veut faire en début de saison avec les parents pour qu'ils puissent justement comprendre la philosophie de l'entraîneur. Puis ça, je pense que encore là, la communication devient quelque chose de très important des deux côtés. Puis c'est ce que j'ai réalisé du hockey mineur, qu'avec les parents et les entraîneurs, ça peut devenir difficile. Leur communication est clé. Moi, j'ai toujours eu l'idole Bobby Orr. Et puis, en étant défenseur, c'était toujours mon joueur que j'ai toujours préféré. Et ce qui arrive dans cette situation où je suis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bobby Orr. J'ai eu l'occasion maintenant d'être un ami de Bobby Orr. Alors, c'est quand même spécial de devenir l'ami d'un de tes idoles. Pour moi, c'est important. Si tu n'as pas de plaisir à jouer au hockey, tu n'auras jamais de succès. Il faut s'assurer d'avoir du plaisir. Il faut que tu veuilles aller à l'entraînement. Il faut que tu veuilles jouer au hockey. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de forcé. Alors ça c'est la clé importante. Puis si tu as du plaisir, puis tu aimes ce que tu fais, tu vas avoir l'occasion de t'améliorer. Bonjour, ici Mathieu Darche. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. On est cette semaine en compagnie de M. Carl Abran, chef de secteur lors de la présentation des matchs du Canadien au Centre Bell. M. Abran, on est ici dans votre environnement de travail, vraiment. Parlez-moi un peu du travail que vous effectuez au Centre Bell lors des matchs du Canadien. Pendant les matchs, j'agis vraiment comme un producteur en sport à la télévision. Donc, je m'assure que tout ce qui a été préparé, prévu, arrive au bon moment, puis dans les temps qui nous sont alloués. Donc, autant au niveau d'une présentation spéciale avant le match, l'hymne national, les animations, activations qu'on a pendant les périodes ou les intermissions, les entr'actes, c'est moi qui tiens tout ça grâce à une équipe qui est rodée depuis plusieurs années. Une journée typique pour vous, journée de match, par exemple, lorsqu'on arrive vers 15, 16, 17 heures à 2 heures du match, par exemple, ça se passe comment? Moi, j'entre le matin. Je m'assure qu'on a tous les éléments dans la feuille de route du match, là, le cue sheet ou le script de match, qu'on a les éléments vidéo ou graphiques qui ont été préparés par nos équipes ici à l'interne.
Ensuite, on va rencontrer les diffuseurs avec mon directeur technique, Jean-Pierre. S'assurer, parfois on peut s'échanger des angles de caméra, des choses comme ça, puis s'assurer que tout le monde est au courant des... Parce qu'il y a beaucoup de caméras qui travaillent dans un match du Centre Bell ici. Oui, en effet, on est au-delà de entre 20 et 30 caméras, dépendant du nombre de diffuseurs. Nous-mêmes, on a quand même 7-8 caméras. Vous me parlez un petit peu du personnel que vous gérez. Justement, quelle équipe vous gérez? Combien de personnes vous gérez, vous, au quotidien, lors d'un match? Pendant un match, je dirige environ 35 personnes. Donc, si on part du plafond, là, on a les gens de la projection, les gens de l'éclairage, la musique, le contrôle des écrans LED. Dans l'immeuble, on a une vraie régie vidéo, un vrai studio, comme un studio télé. Où il y a une quinzaine de personnes. Puis dans ce qu'on appelle le bowl, dans l'amphithéâtre, on a une dizaine de gens. Donc un régisseur, une animatrice et puis des caméramans. On parle un petit peu d'animation musicale, d'animation vidéo. C'est un milieu qui bouge beaucoup dans l'industrie. C'est quelque chose où il faut être très réactif. Parlez-moi de comment les Canadiens de Montréal gèrent cela et arrivent à rester au goût du jour, vraiment. Bien, on est une équipe spéciale parce qu'on existe depuis plus de 100 ans. Donc, on a toute une tradition. Il faut que ça paraisse qu'on a toute une tradition, mais en même temps, il faut innover. Pendant le match, bien, il faut être hautement réactif. Donc, je dois bien connaître les règlements. Il y a des règlements de la Ligue et puis il y a nos politiques internes. Puis, ce que je veux apporter en plus pour, ultimement, notre rôle, c'est de garder les partisans dans l'immeuble engagés envers le match puis envers l'équipe. Si je vous demande votre travail, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport aux 10 dernières années ou aux 15 dernières années? On en parlait tantôt, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Comparez-moi votre travail à ce que c'était, par exemple, en 2005 ou en 2000. C'est la technologie. La technologie, évidemment, les réseaux sociaux. Pendant les pauses, des fois je prends un petit 30 secondes, je vais voir si on a fait, par exemple, une présentation spéciale. Si elle est bien reçue. Oui, comment c'est reçu. Parfois, si ça a été moins bien reçu, on est capable de corriger, ou si quelqu'un a aimé une chanson, bien, peut-être qu'on va la remettre ou remettre le même artiste. Ce qui a changé aussi, c'est beaucoup au point de vue technologique. On a beaucoup plus de facilité à réagir. On est capable d'aller chercher des commentaires de médias sociaux, les mettre à l'écran central. On a toujours plus d'éclairage, toujours plus d'écrans LED. On a toujours de la projection puis de meilleure qualité de projection. Toujours plus de caméras, on le souhaite toujours. Donc, pour pouvoir garder les partisans dans le match, il faut les montrer, il faut les garder. Il faut qu'ils passent une belle soirée puis que ça paraisse à l'écran. Oui, tout à fait. Bien, M. Abrun, un gros merci, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite de la saison. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Cette semaine, pour cette dernière chronique équipement hockey de la saison 2017-2018, j'ai le plaisir de retrouver le spécialiste Éric Dupont qui vient traiter du dernier segment portant sur l'équipement des gardiens de but, plus précisément les bâtons. Éric, on parle souvent de l'évolution des bâtons des joueurs et qu'on est rendu au summum. Il ne faut pas négliger la technologie chez les gardiens de but non plus. Exactement, Denis. La technologie, au point de vue des bâtons de gardiens, a évolué presque autant que les bâtons de joueurs. Puis on sait maintenant que les gardiens, un peu comme Martin Brodeur le faisait, il agissent comme troisième défenseur et aide à relancer l'attaque parfois. Absolument, je l'ai vécu à plusieurs reprises, mais d'avoir des gardiens de but qui nous donnent un coup de main, qui sont capables de lire le jeu d'avance, relancer l'attaque, préparer les sorties de zone, c'est un charme pour tout entraîneur, mais certainement pour nous autres, les défenseurs aussi. Exactement. Pour le gardien, c'est important pour lui de bien choisir son bâton, qu'il soit à l'aise avec sa courbe, le modèle, et puis il va agir comme troisième défenseur. Parfait. Dans ce sens, qu'est-ce que tu as à nous présenter? On débute avec le bâton CCM Extreme Flex 3, avec arme en mousse, communément appelé Foam Core, de CCM, qui est le résultat d'une collaboration étroite avec les gardiens pros. D'ailleurs, de plus en plus de gardiens de la LNH utilisent cette construction. Ce qui est bien, entre autres, c'est que son manche est amélioré et plus léger. On y ressent d'ailleurs une sensation améliorée pour le gardien traditionnel. De plus, sa palette est constituée à 100 de graphite.
Et pour ceux qui se posent la question à la maison, ce bâton est aussi disponible dans les modèles E3.9 et E3.5. Maintenant, chez Bauer, il y a quoi d'intéressant aussi? On va parler du bâton Vapor 1X, conçu pour le gardien dynamique qui recherche un bâton traditionnel avec un noyau en mousse, mais avec la durabilité et le poids de la composite. Il est renforcé de carbone avec la technologie Inegra, ce qui améliore l'absorption et la sensation. Il profite aussi d'un équilibre optimal en position ou lors du maniement de la rondelle. À noter qu'il est également offert dans les versions X900, X700 et X500. Deux excellents choix jusqu'à présent, Éric, mais là, tu en as un troisième aussi qui peut être très intéressant pour certains. Le dernier bâton qu'on va parler aujourd'hui, c'est le Warrior Swagger Pro qui est fabriqué en Finlande. Il comprend un noyau de mousse haute performance. On parle donc de l'équilibre et sa palette et son bloc, soit le paddle, sont très durables avec un renfort ABS. En terminant, notons que le bâton est fait de merisier et de tremble. Et en terminant, est-ce que tu as quelques conseils d'achat pour nous? Oui, les gardiens vont choisir selon la grandeur qu'ils ont besoin, le type de bâton, donc le type de construction, et puis la courbe. C'est déjà terminé, Éric. Merci beaucoup. Dernière chronique de la saison 2017-2018. Le temps passe tellement vite. J'espère que les gens à la maison, vous avez apprécié les conseils d'Éric. Et nous, bien, au plaisir de se revoir la saison prochaine. Ici Steve Bernier des Islanders. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Pour la dernière chronique de la saison sur la glace, je suis avec compagnie de Patrick Boileau. Patrick, on a parlé des défenseurs, de leur travail tout au long de la saison. Aujourd'hui, il y a un élément plus particulier, c'est le travail du défenseur vis-à-vis l'adversaire devant son filet. Exact. Ce que je me rends compte depuis plusieurs années à l'Académie, c'est que souvent, les joueurs sont juste en relation avec la rondelle. Ce qui arrive, c'est que quand disons qu'il y a un lancer qui vient de la pointe ou qu'il y a un jeu qui se passe, souvent les jeunes oublient leur joueur devant le filet. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est vraiment la technique de bloquer au filet, comment utiliser ses bras, son bâton et la force de ses jambes pour être en mesure d'empêcher le joueur d'aller récupérer un retour ou de prendre position devant le filet. Fait que je vais être capable d'aller valider si mes bonnes vieilles techniques sont encore bonnes. Exactement, le bon Sherwood. C'est bon, on regarde ça. Le travail d'un défenseur est très important, souvent très difficile physiquement, mais il n'y a pas de place plus crucial que devant le filet de son gardien. Non, exactement. Souvent, dans ces combats-là, ici, c'est certain qu'on va demander au défenseur d'être robuste. Oui. Mais pour moi, être robuste, il y avait le modèle Denis Gauthier dans le temps, c'était un joueur qui frappait beaucoup. Très efficace. Très efficace. Mais on a aussi la situation devant le filet où on va demander à un défenseur d'être intense pendant 2-3 secondes pour justement empêcher le joueur de récupérer une rondelle. L'exercice que j'ai ici, c'est un exercice de bloquer au filet. Donc, le défenseur va empêcher l'attaquant de récupérer la rondelle. On va lui demander de garder 2 mains sur son bâton pour être le plus fort possible. Et l'attaquant, à ce moment-là, lui, va vraiment essayer d'aller récupérer la rondelle. On va y aller avec cet exercice-là. Et puis, par la suite, on va pouvoir amener une progression. On y va pour la première. Go! Excellent. Plie tes genoux. Good. Excellent. On se replace. Good. On se replace tout de suite. Je vais remplacer une rondelle. On se replace. On se replace. Good. On y va. Go! Hop. Excellent. Excellent. Good. Excellent. On arrête. Donc, une des erreurs qu'on va voir souvent, ce qui arrive, Charlie, c'est que tu gardes tes mains près de ton corps. OK? Quand on garde les mains près de nos corps, c'est difficile d'utiliser l'énergie de l'autre joueur. Fait que ce que je vais vous demander, quand je suis en position, j'ai mes 2 mains sur mon bâton, j'ai les bras dégagés vers l'avant. À ce moment-là, je vais absorber son énergie et puis je vais l'utiliser à mon avantage. OK? L'autre chose, de faire attention, tu as souvent tendance à vouloir faire un pas vers lui. C'est au contraire. Si tu veux utiliser son énergie, tu vas juste être un petit peu vers l'arrière, les bras dégagés. Puis à ce moment-là, même si c'est un joueur qui est plus gros que toi, bien, tu vas pouvoir utiliser son énergie à ton avantage pour l'empêcher de récupérer cette rondelle-là. Et Patrick, pour lui, l'important, à quelle hauteur est-ce qu'on veut pousser ici? Dans les mains, les gants ou dans la poitrine? Ce qu'on veut, sinon je prends la position que tu as ici, Denis, ce que je veux avoir la palette en bas. Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent, quand la palette est basse, on réussit vraiment à empêcher l'autre joueur on va le menotter avec notre bâton. Ici, il peut toujours travailler avec ses mains là, à ce moment-là. Fait qu'on va se replacer. OK, je vais mettre une rondelle. Excellent. Dégage tes bras. Plie tes genoux encore un peu plus. Puis tu vas reculer un petit peu quand on va dire go. Vas-y, go. Hop! Et ça, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Utilise tes jambes. Good, on se replace. Une dernière fois, avance un petit peu, on y va. Go! Excellent. Pousse avec tes jambes. Pousse avec tes... Good. Parfait. On va en prendre 2 autres. Quand la rondelle se vient loin,
Est-ce qu'on est limité à garder les deux mains sur la rondelle ou on peut revenir à l'ancienne chronique, dire maintenant la rondelle est loin, je peux quand même étendre le bras? Oui, exactement. Aussitôt qu'on est en combat, rapproché corps à corps, pour être beaucoup plus fort, on va travailler à deux mains. Comme tu dis, aussitôt qu'on s'éloigne, bien là, à ce moment-là, on n'a pas le choix, on va aller en palette à palette. Ce qu'on va amener là, comme progression, là, on a fait l'exercice où j'aurais pu faire rouler mes 6 défenseurs un après un, où on fait juste le combat rapproché. Mais là, en progression, ce qui va arriver, tu vas devenir un passeur. On va avoir le combat rapproché entre Oli et Béran ici. Mais quand je vais dire à Béran d'aller se démarquer en haute zone, il va aller à la ligne de ringuette, tu lui fais une passe. Et puis là, Olivier, tu vas fermer ton écart avec le joueur et tu vas utiliser la technique qu'on a vue dans d'autres capsules, le palette à palette, d'allonger ton bras là, à ce moment-là. C'est pas nécessairement un tir sur réception. Non, on veut pas un tir de réception. On veut justement que Béran fasse une réception, essaie de venir marquer. Il peut lancer, mais pas de fameux one-timer qu'on va dire en bon anglais. Là. Excellent. Donc, avance un petit peu, plie tes genoux. Là, regarde, voici, tes mains sont déjà collées sur ton corps. Fait que dégage tes bras vers l'avant. Exactement, tu vas être beaucoup plus puissant. Go! Et ça, pousse avec tes jambes. Pousse avec tes jambes. Continue, continue, continue. Oh, pousse, 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 pousse. Good. Excellent. Démarquage. Démarquage en haute zone. On y va, Ali. Allonge ton bras, Ali. Et ça, en arrêt départ, allonge ton bras. Allonge ton bras. Excellent, excellent, je joue l'homme. Parfait, good, excellent. On va reprendre ça une dernière fois. OK? C'est très bon. On fait comme un rappel de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Bien, exactement, parce que même quand le joueur va aller allonger son bras pour fermer son écart avec le porteur de la rondelle, si on se souvient, la première capsule de la saison qu'on a vue, où on travaillait un patin d'agilité, où les joueurs étaient très penchés, mais le joueur, quand il est en position, il est dans cette position. Si je change ma position, je suis dans la position qu'on a vue dans la première capsule de la saison. C'est vraiment un exercice où on touche à tout. De tout là, de ce côté-là. Bon. Donc, on se replace une dernière fois, les gars. Fait que, Ali, même chose, je veux que tu avances ta main d'en haut, parfait. Continue de pousser avec tes jambes, tu fais un bon travail. On y va, go! Et ça, utilise ton énergie. Pousse avec tes jambes, excellent, excellent, good. Oui, monsieur, parfait. Démarquage, Béran. Excellent, démarquage en haut, démarquage. On y va, allonge ton bras en arrêt départ, allonge ton bras. Arrêt départ, allonge ton... Oui, très bon palette à palette. Ça, c'était excellent, Olivier. Excellent travail. On a touché à tout depuis le début de saison. Je veux te remercier pour une autre belle saison de chronique avec nous. Ça a été bien plaisant. On a touché à tout. Je pense que nos défenseurs ont beaucoup à apprendre avec les capsules que tu as montrées. Et vous, on vous remercie à la maison de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés toute la saison. Et on se revoit la saison prochaine. Voilà qui met un terme à cette 3e saison de Hockey le Magazine. Un gros merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la saison. Oui, c'est bien dit, Denis, mais merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres au cours des 16 dernières semaines et de nous avoir accompagnés partout au Québec pour nos reportages. C'était un grand plaisir. Alors, bonne fin de saison et au plaisir de se revoir l'année prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.